Jérôme Brunner. Car la culture donne forme à l'esprit, de la révolution cognitive à la psychologie culturelle. Je ne peux entreprendre d'énumérer tous ceux qui ont donné forme à ce livre, car à bien des égards, il ne représente pas seulement ma propre pensée actuelle, mais aussi en quelque sorte un retour du refoulé. De ce fait, certaines influences qui s'y expriment appartiennent à un passé éloigné, comme le département des relations sociales de Harvard, où pendant une dizaine d'années, depuis le milieu des années 50, je me suis nourri de la compagnie de gens comme Clyde Kluge Cowan et Gordon Allport, Talcott Parsons et Henri Murray. Chaque mois, nous nous rencontrions en séminaire pour débattre. Comment réconcilier les visions de l'homme comme individu unique avec celles qui en font à la fois une expression de la culture et un organisme biologique? Les discussions de ces soirées du mercredi se reflètent dans les pages qui vont suivre. Puis, il y eut le SOX SCI 8 consacré aux conceptions de l'homme, où George Miller et moi-même avons tenté de convaincre toute une génération d'étudiants de Harvard et de Radcliffe que pour connaître l'homme, il fallait l'étudier sur la toile de fond du règne animal, à partir duquel il a évolué dans le contexte de la culture et du langage qui lui ont fourni le monde symbolique dans lequel il vit, et à la lumière du processus de la croissance qui réunit ces deux forces puissantes. Nous en étions arrivés à la conviction que la psychologie ne pouvait à elle seule réussir ce travail, et c'est ainsi que nous avons mis en place notre propre version d'une science humaine interdisciplinaire en éducation générale, et pendant l'essentiel des années 60, de septembre à mai de chaque année, nous nous sommes efforcés de conserver une petite avance sur nos étudiants. Le Centre pour les études cognitives a été fondé à cette époque. J'en parlerai plus en avant dans le premier chapitre. Je ne le mentionne ici que pour exprimer la dette que j'ai envers une autre communauté qui a contribué à me convaincre, à cette époque quelque peu contre ma volonté, que les frontières séparant des domaines comme ceux de la psychologie, de l'anthropologie, de la linguistique et de la philosophie relevaient davantage de commodité administrative que de division intellectuelle réelle. Il y eut également ceux qui furent longtemps mes partenaires dans ces discussions et qui représentent pour moi une sorte d'autre généralisé. George Miller, David Krecht, Alexander Luria, Barbel Inelder, Clifford Geertz, Albert Gerhardt, Roman Jacobson, Morton White, Elting Morrison, David Olson. Et la liste est loin d'être complète, car je laisse de côté mes anciens étudiants, ceux de New York aujourd'hui, ceux de Harvard à mes débuts, ceux d'Oxford dans l'intervalle. De nombreux amis ont lu les premières esquisses de ce livre et m'ont fait des suggestions utiles. Michael Cole, Howard Gardner, Robert Lifton, Daniel Robinson et Donald Spence. Je leur suis profondément reconnaissant pour leur aide. J'ai une dette toute particulière pour mes hôtes à Jérusalem qui, en décembre 1989, m'ont rendu la vie si agréable lorsque j'y ai prononcé les conférences de Jérusalem Harvard à l'université hébraïque, et particulièrement le président Amnon Pazzi, le recteur Yoram Ben-Pora, le professeur Shmuel Eisenstadt et mademoiselle Liat Meiberg. Les conférences que j'ai données à Jérusalem ont fourni la première mouture de cet ouvrage. J'ai rarement prononcé des conférences devant un public aussi passionné et compétent que celui qui s'est rassemblé en ces après-midi de décembre sur le mont Scopus. Leurs commentaires et leurs questions m'ont mis sur la voie d'une remise en question fructueuse. Je veux aussi manifester ma reconnaissance pour la Fondation Spencer qui a soutenu de ses subventions le travail sur lequel le présent volume est fondé. Je suis enfin libre d'exprimer ma gratitude à mon éditeur américain, Arthur Rosenthal, qui tout au long des années a censuré à de nombreuses reprises toute mention de son nom dans les préfaces que d'autres auteurs et moi-même avions rédigées. Il est enfin possible d'échapper à son crayon bleu. Il est aujourd'hui sur le point de quitter la direction des éditions de Harvard University Press pour présider à d'autres activités. Travailler avec Arthur Rosenthal en tant qu'éditeur était une récompense au travail ardu et un véritable mode de vie. Et si cela ne suffisait pas, il y aura encore les autres incarnations des presses, Angela Bordelli, qui sait vous encourager si habilement, et Camille Smith, le directeur éditorial plein de patience et d'imagination. J'ai dédié cet ouvrage à Carol Fleischer-Feldman, mon épouse et ma collègue. Personne n'en sera surpris. Les livres sont comme ces îlots rocheux qui jaillissent de l'océan. On
pourrait croire qu'il s'agit de petites terres indépendantes. Il n'en est rien. Ce sont les manifestations d'une géographie sous-jacente à la fois locale et partie composante d'un motif universel. Tout en reflétant inévitablement un lieu et une époque, les livres font partie d'une géographie intellectuelle générale. Le présent ouvrage n'échappe pas à cette règle. Je l'ai écrit au moment où la psychologie, dont William James disait qu'elle est la science de l'esprit, est émiettée comme elle ne l'a jamais été dans son histoire. Elle n'a plus de centre de gravité et elle est menacée de perdre la cohésion dont elle a besoin pour entretenir les échanges internes qui pourraient légitimer une division du travail entre ses différents constituants. Chacun de ces constituants est doté de sa propre identité organisationnelle, de son propre appareil théorique et souvent de ses propres publications. Il constitue désormais autant de spécialités dont la production est de moins en moins exportable. Ils s'enferment trop souvent dans leur propre rhétorique et dans la hiérarchie de leur paroisse. Cet auto-isolement fait courir à chaque partie et à l'agrégat, au patchwork et aujourd'hui la psychologie, le risque de s'éloigner de plus en plus des autres recherches consacrées à la compréhension de l'esprit et de la condition humaine, qu'elles aient lieu dans le domaine des humanités ou dans celui des autres sciences sociales. Les raisons ne manquent pas pour expliquer ce qui s'est produit. Peut-être faut-il même y voir une aspiration à un changement de paradigme dans les sciences humaines. Le versant biologique de la psychologie a quitté son ancienne base pour unir ses forces à celles des neurosciences et des sciences cognitives, dont la création est récente, ont aspiré dans leur sillage nombre de ceux qui, jusque-là, travaillaient sur la perception, la mémoire ou la pensée, spécialités aujourd'hui conçues comme des variantes du traitement de l'information. Ces réalignements peuvent être féconds. Ils pourraient bien communiquer une vigueur théorique nouvelle et inespérée à la tentative de comprendre l'homme. Mais en dépit de l'émiettement et de la fragmentation qui semblent se produire, je ne crois ni qu'on en ait terminé avec la psychologie, ni qu'elle soit à jamais condamnée à vivre en chapelles séparées. Car la psychologie est une entreprise dont l'existence remonte bien longtemps avant sa conversion officielle en un ensemble de divisions indépendantes les unes des autres. Les grandes questions auxquelles elle entend répondre demeurent vivantes. La fondation du laboratoire expérimental de Wundt à Leipzig en 1879 n'a pas résolu ces questions. Elle n'a fait que les revêtir de nouveaux habits. Le nouveau style positiviste, si cher au cœur de nos prédécesseurs du XIXe siècle. Vers la fin de sa vie, Wundt a le premier reconnu combien ce nouveau style, celui du laboratoire, pouvait être contraignant. En formulant l'idée d'une psychologie culturelle, il nous exhortait à adopter une approche plus historique et interprétative pour comprendre les produits culturels de l'homme. Nous continuons de puiser chez nos prédécesseurs, les plus anciens prépositivistes, la matière la plus riche. Chomsky reconnaît sa dette envers Descartes. On ne peut concevoir Piaget sans Kant, ni Vygotsky sans Hegel et Marx. Le bastion jadis gigantesque de la théorie de l'apprentissage s'est élevé sur les fondations qu'avait jetées John Locke. Et si les successeurs de Freud étaient parvenus à se défaire du modèle des bioénergies, qui constituait d'ailleurs l'aspect le moins profond de sa théorie, la stature théorique de la psychanalyse aurait pu continuer à croître. La révolution cognitive plus récente aurait été inconcevable si elle ne s'était inscrite dans le climat philosophique de son époque. En vérité, si l'on jette un regard au-delà des frontières officielles de la psychologie, si l'on étudie nos disciplines sœurs des sciences humaines, on ne peut qu'être frappé par le renouveau d'intérêt qui partout se manifeste pour les questions classiques qui, depuis l'événement survenu à Leipzig, ont été soulevées en un siècle par Nietzsche et Peirce, par Austin et Wittgenstein, par Jacobson et Saussure, par Husserl et Cassirer, par Foucault et Searle. Dès lors, il n'est pas surprenant qu'une réaction soit apparue contre le rétrécissement de l'enfermement qui afflige la psychologie. La communauté intellectuelle au sens large en vient de plus en plus à ignorer nos publications qui semblent à ceux qui les consultent de l'extérieur de ne contenir que des études limitées et non situées, chacune répondant à une poignée d'études tout aussi limitées. Au sein même de la psychologie, l'état de notre discipline suscite de l'agitation et de l'inquiétude, et l'on cherche de nouvelles voies pour la reformuler. En dépit de l'habitude bien installée de mener de petites études bien nettes et de ce que Gordon Allport a appelé la méthodolatrie, les grandes questions psychologiques sont une fois encore soulevées,
questions concernant la nature de l'esprit et de ses processus, questions sur la manière dont nous construisons nos significations et nos réalités, questions sur la façon dont l'esprit prend forme au travers de l'histoire et de la culture. Et ces questions, qui sont posées avec plus de vigueur à l'extérieur de la psychologie officielle qu'à l'intérieur de cette discipline, ont été reformulées avec une subtilité et une rigueur qui ont produit des réponses riches et fécondes. Nous savons beaucoup mieux aujourd'hui comment aborder les grandes comparaisons dont la résolution a toujours constitué un défi pour la psychologie. La comparaison de l'homme avec ses prédécesseurs dans l'évolution de l'homme, enfant immature, avec l'homme ayant atteint sa pleine maturité, de l'homme en pleine santé et de celui qui est affligé par la maladie mentale ou l'aliénation de la nature humaine telle qu'elle s'exprime dans les différentes cultures, et même comparaison entre l'homme en chair et en os et les machines qu'il a construites pour l'imiter. Toutes ces recherches, et chacune d'elles, a prospéré aussitôt que nous avons bien voulu nous poser des questions sur des sujets tabous, comme l'esprit, l'intentionnalité, les significations, la construction de la réalité, les règles mentales, les formes culturelles et autres. Le rasoir d'Occam qui nous alerte sur le danger de multiplier nos entités conceptuelles plus que nécessaire ne visait certainement pas à évacuer l'esprit des sciences mentales. Les principes d'induction de John Stuart Mill n'avaient pas davantage pour objectif d'étouffer toute curiosité intellectuelle qui ne pourrait être assouvie par l'expérience contrôlée. Le présent ouvrage s'inscrit dans le cadre de la psychologie telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses confusions, ses dislocations et ses nouvelles simplifications. J'ai choisi ce titre pour souligner son thème central. Nature et culture donnent forme à la fabrication des significations et la place centrale que celle-ci occupe dans l'activité humaine. Je n'ai pas entrepris d'écrire ce livre poussé par je ne sais quel caprice autobiographique, même si le lecteur découvrira bien vite qu'il projette ma propre histoire de psychologue, déjà fort longue. Mais Bakhtin nous a enseigné que toutes les voix singulières sont tirées de dialogues. J'ai eu la chance, insigne, d'être depuis longtemps un participant actif au dialogue qui forme et réforme la psychologie. Ce que j'aurai à dire dans les chapitres qui vont suivre reflète mon point de vue sur l'état actuel de ce dialogue. Cette étude ne prétend pas être exhaustive et traiter de tous les aspects du processus de fabrication de la signification. Ce serait d'ailleurs en tout état de cause impossible. Il s'agit plutôt d'une tentative d'illustrer à quoi ressemble la psychologie lorsqu'elle se consacre principalement à la signification, comme elle devient inévitablement une psychologie culturelle et comme elle doit s'aventurer au-delà des ambitions traditionnelles de la science positiviste avec ses idéaux de réductionnisme, d'explication causale et de prédiction. Ces trois termes n'ont pas besoin d'être traités comme la Sainte Trinité. Dès que l'on s'intéresse à la signification et à la culture, on va inévitablement vers un autre idéal. Réduire la signification ou la culture à une base matérielle, dire que cela dépend de l'hémisphère gauche, par exemple, c'est trivialiser les deux aspects au nom d'une volonté assez déplacée d'évoluer dans le concret. Insister sur une explication en termes de cause nous interdit tout simplement d'essayer de comprendre comment les êtres humains interprètent leur monde et comment nous interprétons leurs actes d'interprétation. Si nous considérons que l'objet de la psychologie et de toute entreprise intellectuelle est d'atteindre à la compréhension, pourquoi faudrait-il nécessairement et dans tous les cas comprendre par avance le phénomène à observer, ce que prétend faire la prédiction? Les interprétations plausibles ne sont-elles pas préférables aux explications causales, particulièrement lorsque pour parvenir à l'explication causale, nous sommes contraints d'artificialiser ce que nous étudions au point qu'il est difficile d'y reconnaître une représentation de la vie humaine. L'étude de l'esprit humain est si difficile, si profondément empêtrée dans le dilemme d'être à la fois l'objet et l'agent de sa propre étude, qu'elle ne peut limiter sa démarche aux manières de pensée empruntées à la physique. Cette tâche est au contraire d'une telle importance qu'elle mérite tout l'éventail des regards susceptibles de contribuer à la compréhension de ce que l'homme fait de son univers, de ses frères humains et de lui-même. C'est dans cet esprit que nous devrions avancer.